Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration dédiée à une figure incontournable, Stephen King. On l'appelle le roi de l'horreur. Bon, c'est un peu réducteur vu l'ampleur de son œuvre, mais ça montre bien son impact. Ah oui, clairement. Un des auteurs américains les plus lus, les plus adaptés, impossible de passer à côté. Exactement. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller un peu au-delà de cette étiquette. On va s'appuyer sur des éléments d'une biographie assez fouillée pour essayer de comprendre l'homme, l'écrivain, qu'est-ce qui le rend si spécial finalement. C'est toute la question. On va essayer de voir son parcours, les moments clés de sa carrière, qui est incroyablement longue et productive, et puis on va toucher un peu à son style, ses thèmes fétiches, son influence. Comment ce prof d'anglais un peu fauché au début est devenu ce géant, c'est ça qu'on va explorer. Allez, on plonge dans l'univers King. Et ça commence assez simplement, dans le Maine, en 1947. Une enfance pas facile. Le père qui part très tôt, la mère qui galère financièrement pour élever ses deux fils. Ouais, beaucoup de déménagements, une certaine instabilité, mais très vite l'imagination comme refuge, c'est ça qui est frappant. Il se met à écrire super jeune, c'est ça? Genre 6 ou 7 ans. C'est ça, il recopie des BD, puis il invente ses propres histoires. Il y a cette anecdote comme quoi une tante lui donnait 25 cents par histoire. Déjà, cette fascination pour l'étrange, la peur. Oui, il a même dit qu'il cherchait activement à se faire peur. C'est assez particulier comme moteur quand même. Et une lecture qui le marque beaucoup, c'est Sa Majesté des Mouches. Il dit que c'est le premier livre qui lui a vraiment montré la puissance de la fiction. Que ça pouvait être sérieux, quoi, pas juste un jeu. Voilà. Puis l'université, dans le Maine toujours, période importante. Il rencontre Tabitha Spruce. Ah, Tabitha. Oui, future épouse, première lectrice, elle-même écrivaine. Son rôle est immense. On va sûrement en reparler. C'est clair. Il chope son diplôme d'anglais en 70, mais les débuts, c'est la galère. Ben oui, prof le jour et la nuit, il écrit, il envoie des nouvelles, et il reçoit plein de lettres de refus. Le parcours classique de l'écrivain qui rame, quoi. Il vend une première nouvelle en 67, de Glass Floor, mais ça décolle pas tout de suite. Non, il faut attendre 1974. Et là, c'est Carrie, le premier roman et le premier succès. Et cette histoire incroyable derrière. Il avait jeté les premières pages. Ah oui, oui. C'est Tabitha qui les sort de la poubelle. Exactement. Elle lui dit « Mais non, continue, c'est super. Sans elle, peut-être pas de King tel qu'on le connaît. C'est fou. Et déjà, dans Carrie, on a tout King, ou presque. La cruauté des ados, l'école, le fanatisme religieux. » Et le surnaturel qui débarque dans le quotidien. La télékinésie. La formule est là. Et il perd pas de temps, hein. 1975, direct, c'est Salem Slot. L'idée géniale. Transposer Dracula dans une petite ville américaine paumée. Peyton Place rencontre Dracula, comme il dit. C'est ça, l'horreur qui s'infiltre dans la communauté. Très fort. Puis 77, de Shining, inspiré par ce séjour dans un hôtel, le Stanley Hotel, c'est ça, hein. Oui, un hôtel quasi vide, isolé dans le Colorado. Ambiance. Et au-delà de la maison hantée, il y a l'alcoolisme, l'isolement, la famille qui explose. C'est des thèmes très durs, hein. Et très personnel pour lui, on le sait maintenant. Ça assoit sa réputation d'auteur qui sait vraiment faire peur, qui va chercher l'angoisse profonde. Il continue sur sa lancée, fin des années 70, Le Fléau, The Stand, en 78. Là, on change d'échelle. Ah oui, carrément. Une épopée post-apocalyptique, un virus, la fin du monde, la lutte du bien contre le mal. C'est énorme comme ambition. Et ça reste un des préférés des lecteurs d'ailleurs. Ça montre déjà qu'il veut raconter de grandes histoires sur l'Amérique. Et pour finir la décennie en beauté, The Dead Zone en 79. Le don de voyance, ses conséquences. Et c'est là qu'apparaît Castle Rock, la fameuse Ah. petite ville fictive du Maine. Il dira plus tard qu'avec ce livre, il sentait qu'il trouvait vraiment son rythme. On arrive aux années 80, la consécration totale. King devient un phénomène planétaire. Mais c'est aussi une période très sombre pour lui, personnellement. Commençons par le positif. 1982, il surprend tout le monde avec Different Seasons. Les Évadés. Deux chefs-d'œuvre du cinéma et pas du tout horrifiques. Ça a commencé à changer un peu le regard sur lui, les critiques réalisent qu'il n'est pas juste un auteur d'horreur. Exactement. Mais en parallèle, donc, cette décennie, c'est l'addiction. Alcool, cocaïne, il en a parlé très ouvertement après. Il dit même qu'il se souvient à peine d'avoir écrit Cujo, par exemple. C'est dingue. Il produit énormément, mais dans un état second, quoi. Et il relie certaines œuvres de cette période avec ce filtre. Misery, par exemple, cette infirmière qui séquestre l'écrivain. Il a dit
Annie Wilkes, c'était mon problème de drogue. Une métaphore hyper puissante de l'emprise de l'addiction. Les Tommyknockers aussi, ce roman de SF qu'il considère moins réussi, il le voit comme une allégorie de la dépendance. Et c'est encore Tabitha qui va le sauver. Fin des années 80, elle organise une intervention. Elle lui met la réalité sous le nez. Et ça le pousse vers la sobriété, un tournant essentiel. Mais pendant ces années-là, il y a aussi eu l'affaire Bachman. Ah, Richard Bachman. Le pseudonyme. Pourquoi, au fait? Il écrivait trop? C'est ça, en gros. À l'époque, les éditeurs étaient frileux à l'idée de sortir plus d'un livre par an d'un même auteur. Peur de saturer le marché. Donc Bachman, c'était pour publier plus. Oui, et peut-être explorer une veine un peu différente, plus sombre, plus désespérée, disent certains. Des trucs comme Marche ou crève, The Long Walk, La peau sur les os, Sinner. Et ça a marché. Les gens ne savaient pas que c'était lui. Au début, non. Certains critiques ont même loué Bachman en le comparant favorablement à King, sans savoir. C'est excellent. Jusqu'à ce qu'un libraire un peu malin fasse le rapprochement en 85. Exactement. Et là, King tue Bachman avec humour en annonçant sa mort d'un cancer du pseudonyme. Très King comme sortie. Et malgré tout ça, l'alcool, la drogue, Bachman, il sort des monuments de l'horreur dans les années 80. Ah oui. Cimetière pète ses matéries, tellement sombre qu'il a hésité à le publier. Le deuil jusqu'où ne pas aller. Terrifiant. Et bien sûr, ça, It, en 86. Le pavé monstrueux sur les peurs d'enfance qui reviennent te hanter adulte. Le clown Gripsou. Son but, c'était de rassembler tous les monstres classiques en un seul livre. Une dernière fois, pari réussi. La fin de la décennie, c'est La part des ténèbres, de Dark Half. L'écrivain et son double maléfique, difficile de ne pas y voir un écho à Bachman. Carrément. C'est une mise en abîme évidente. Alors, les années 90, King est sobre, nouveau départ. Peut-être plus réfléchi, oui. Il publie Bazar, Needful Things, annoncé comme la dernière histoire de Castle Rock. Comme s'il fermait un chapitre. Et il explore beaucoup les personnages féminins. Jessie, Gerald's Game et surtout Dolores Claiborne. Un monologue incroyable, inspiré par sa mère apparemment. Oui, ça montre une autre facette de son talent, plus réaliste, plus psychologique. Il y a aussi La ligne verte de Green Mile, publiée en feuilleton au départ. Un succès fou, même avant le film. Oui, un retour à une vieille tradition littéraire. Et ça a cartonné. Puis Sac d'os, Bag of Bones, souvent considéré comme un de ses romans les plus aboutis littérairement. Le deuil, l'écriture. Et puis Le choc, 1999. L'accident. Ah oui. Le drame. Il se fait renverser par une camionnette pendant sa promenade. Très, très gravement blessé. Ça a failli lui coûter la vie. Des mois d'hosto, des séquelles, la douleur, un tournant terrible. Forcément. Et ça infuse son travail après. On le sent dans Écriture mémoire d'un métier, On Writing, publié en 2000. Livre génial d'ailleurs. Moitié autobiographie, moitié conseil d'écriture. Il y raconte l'accident, sa convalescence, sa vision du métier. C'est passionnant. Et très honnête. Sa philosophie. Lire beaucoup, écrire beaucoup. Le travail, la discipline. Les années 2000, c'est aussi l'époque où il expérimente avec le numérique, non? Oui, il est pionnier là-dessus. Riding the Bullet, un des premiers e-books à cartonner, et The Plant, ce roman publié en ligne par épisode. C'était audacieux pour l'époque. Et depuis, il n'arrête pas. Années 2000, 2020, la productivité est juste hallucinante. C'est incroyable. Il touche à tout. Le voyage dans le temps avec 2163 sur l'assassinat de Kennedy, gros succès critique. Dr. Sleep, la suite de Shining. Personne s'y attendait et c'est réussi. Il se lance dans le polar pur et dur avec la trilogie Mister Mercedes. Et ça marche, il gagne même un Edgar Award, la référence du genre. Il revient à l'horreur pure et sombre avec Revival et plus récemment, l'Institut Billy Summers, conte de fées, Fairy Tale. La machine est toujours en marche. Sans oublier Holly Gibney, ce personnage récurrent qu'il développe sur plusieurs livres, y compris le récent Holly. Et au milieu de tout ça, il y a le projet d'une vie, la Tour Sombre. La Tour Sombre. Commencé dans les années 70, achevé, le cycle principal, en 2012, 8 volumes. Un mélange de western, de fantasy, de SF, d'horreur. C'est inclassable et monumental. C'est son grand œuvre, son magnum opus, qui connecte d'ailleurs plein d'autres de ses romans. C'est l'épine dorsale de son univers. Parlons un peu de son style, de sa méthode. Comment il fait? Souvent, ça part d'un « et si », non? Oui, ce fameux « what if ». Et si une voiture était possédée? Et si un écrivain était coincé chez sa plus grande fan? C'est souvent le point de départ.
Il a aussi cette image des histoires comme des fossiles. L'écrivain est un archéologue qui déterre l'histoire. C'est ça. Ça suggère qu'il ne planifie pas tout. Il découvre l'histoire en l'écrivant, en laissant les personnages le guider. Une approche très intuitive. Et le style lui-même, c'est direct, accessible. Oui, langage simple, mais avec un sens de l'image très fort. Des comparaisons qui frappent, qui rendent le familier un peu étrange. Et surtout, ce souci du détail réaliste. C'est ça qui ancre tout. Même le plus surnaturel paraît possible, parce que le cadre est hyper crédible. La vie quotidienne américaine, les petites villes du Maine. Ah, le Maine, Castle Rock, Derry, Jerusalem's Lot, c'est un personnage à part entière dans son œuvre. Et les thèmes qui reviennent tout le temps, l'enfance, l'amitié, la famille. Le passage à l'âge adulte, oui. Et la lutte contre le mal, qu'il soit monstrueux ou juste humain. La noirceur qui est en nous. L'extraordinaire qui fait irruption dans l'ordinaire, c'est un peu sa marque de fabrique. Tout à fait. Comment des gens normaux réagissent face à l'impensable. Et puis, il y a l'écriture elle-même. Le nombre de ces héros qui sont écrivains, c'est fou. C'est vrai. Jack Torrance, Paul Sheldon, Ben Mears. Il se met en scène en quelque sorte. Une mise en abîme constante, oui. C'est fascinant. Et ses influences alors? D'où ça vient tout ça? Il le dit lui-même. Il lit. Énormément. C'est la base. Il cite Richard Matheson comme influence majeure. Ah oui, l'auteur de Je suis une légende. Exactement. Mais aussi les classiques. Lovecraft, Poe, Shelley, Stoker, Ray Bradbury, Shirley Jackson. Et pas que l'horreur. Il lit des polars, de la littérature générale, Faulkner par exemple. Il rend souvent hommage d'ailleurs. Salem pour Dracula, Revival pour Frankenstein. Oui, il assume ses maîtres. C'est un grand passeur de littérature aussi. Et la réception de son œuvre? Succès populaire immédiat, on l'a dit, mais la critique, ça a été plus long, non? Ah oui. Pendant longtemps, il a été vu comme un auteur de sous-littérature. Populaire certes, mais pas sérieux. L'établissement littéraire le snobait un peu. Il y a eu des critiques très dures, genre Harold Bloom. Et même la polémique quand il a reçu la médaille du National Book Award en 2003. Oui, certains ont crié au scandale. Comment peut-on récompenser un auteur de best-seller d'horreur? Pourtant, d'autres écrivains reconnus l'ont défendu très tôt. Joyce Carol Oates, Peter Straub. Et plus tard, des gens comme David Foster Wallace, Junot Diaz, ils ont reconnu son talent pour créer des personnages, son oreille pour les dialogues, son ancrage dans le réel américain. La perception a évolué, heureusement. Et son influence culturelle, elle, est juste massive. Indiscutable. Il a redéfini l'horreur moderne. Et le cinéma, la télé, combien d'adaptations? Des dizaines. Certaines sont devenues des classiques absolus. Carrie, Shining de Kubrick, Stand By Me, Misery, Les Évadés, La Ligne Verte, les films ça récents, c'est phénoménal. Il a marqué l'imaginaire collectif comme peu d'auteurs. Et l'homme, pour finir, on sait le rôle crucial de Tabitha. Plus de 50 ans de mariage. C'est littéraire. Hein. Une vraie affaire de famille, ancrée dans le Maine. Même si, bon, ils ont aussi une maison en Floride. Hein. Oui, mais le Maine reste central. Leur maison à Bangor, avec la fameuse grille avec les chauves-souris, c'est presque un lieu de pèlerinage. Elle va devenir un centre d'archives et une résidence d'écrivains d'ailleurs. Il est aussi fan de baseball, non? Les Red Sox de Boston. À fond. Et de rock'n'roll. Il a même joué dans un groupe avec d'autres auteurs, les Rock Bottom Remainders. Ah oui, c'est vrai. Et il est aussi connu pour ses opinions politiques assez tranchées. Oui, plutôt démocrate. Il n'hésite pas à critiquer Trump ou l'ancien gouverneur du Maine. Il prend position sur le contrôle des armes, les impôts. C'est un citoyen engagé. Et il y a la philanthropie aussi, la fondation Stephen et Tabitha King. Oui, il donne des millions chaque année, et surtout pour des causes locales dans le Maine. Bibliothèques, écoles, pompiers. Donc, pour résumer, un parcours hors norme. De la galère au statut d'icône mondiale, une productivité quasi inhumaine. Une capacité unique à puiser dans nos peurs, mais aussi dans le quotidien le plus banal, pour raconter des histoires qui nous touchent tous. Et une sacrée résilience face à ses addictions, à l'accident. Ce qui reste, c'est cette idée qu'il répète. Lire et écrire. Tous les jours. La discipline, le travail. Et cette conviction que l'extraordinaire est là, juste sous la surface. Il suffit d'ouvrir les yeux. C'est ça. Il compare les histoires à des reliques, des fossiles à déterrer. Ça laisse une question, non? Oui, si on regardait notre propre quotidien avec cette même attention, cette même curiosité, quelles histoires, quels détails bizarres ou révélateurs on pourrait bien déterrer nous aussi? Peut-être que la matière première de récits incroyables est juste là, sous nos yeux, en fait. Exactement. Juste sous la surface de l'ordinaire. Il suffit peut-être de gratter un peu,